Lorsque l'Ouganda appelle aujourd'hui au dialogue en Afrique de l'Est, beaucoup veulent y voir un geste de sagesse, une posture de paix, une tentative responsable de calmer les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais en géopolitique, les mots ne sont jamais neutres, et encore moins lorsqu'ils sont prononcés au moment précis où la pression internationale commence à devenir dangereuse pour certains acteurs. Car ce qui se joue ici n'est pas simplement une crise régionale, mais une bataille diplomatique autour de la responsabilité, de la sanction et de la narration du conflit. Le dialogue, dans l'imaginaire collectif, est toujours présenté comme une solution noble. Pourtant, l'histoire africaine récente nous a appris une chose essentielle. Le dialogue peut être un instrument de paix, mais il peut aussi devenir une arme politique redoutable, utilisée non pas pour résoudre un conflit, mais pour le figer, le diluer, ou détourner l'attention des véritables responsabilités. C'est exactement dans cette zone grise que se situe aujourd'hui l'appel de l'Ouganda. Il faut d'abord comprendre le contexte. Depuis plusieurs mois, les rapports s'accumulent, les témoignages convergent, et les accusations se précisent. Le Rwanda est de plus en plus ouvertement pointé du doigt pour son soutien au mouvement M23, actif dans l'est de la RDC. Cette fois, il ne s'agit plus de simples rumeurs ou de discours politiques congolais. Des experts des Nations Unies, des organisations internationales et même certains partenaires traditionnels de Kigali évoquent la possibilité de sanctions ciblées. Pour le Rwanda, ce scénario représente un risque stratégique majeur. Les sanctions ne sont pas seulement économiques, elles sont symboliques, diplomatiques et politiques. Elles enferment un État dans le rôle d'agresseur officiel. C'est précisément à ce moment-là que le mot « dialogue » apparaît avec insistance dans les discours régionaux. Et ce n'est pas un hasard. Lorsqu'un État est menacé de sanctions, sa priorité n'est pas nécessairement de changer de comportement immédiatement, mais de changer le cadre du débat. Passer d'un débat juridique à un débat politique, d'une logique de responsabilité à une logique de négociation, d'un dossier de sanctions à un processus de dialogue. Et pour cela, il faut un médiateur régional crédible, ou du moins présenté comme tel. L'Ouganda se positionne alors naturellement. Mais l'Ouganda n'est pas un acteur neutre. Kampala n'est pas un simple observateur bienveillant. L'Ouganda a une histoire lourde en RDC, marquée par des interventions militaires, des accusations d'exploitation des ressources et des alliances fluctuantes avec des groupes armés. L'Ouganda entretient également des relations sécuritaires étroites avec le Rwanda. Les deux pays partagent des intérêts, des réseaux militaires, et une vision commune de la sécurité régionale. Cela ne signifie pas qu'ils sont identiques, mais cela signifie qu'ils ne sont pas détachés l'un de l'autre. Alors une question s'impose naturellement. Pourquoi l'Ouganda appelle-t-il au dialogue maintenant ? Pourquoi pas lorsque les combats s'intensifiaient ? Pourquoi pas lorsque les populations étaient massivement déplacées ? Pourquoi pas lorsque le M23 gagnait du terrain ? La réponse est simple et dérangeante à la fois. Parce que le dialogue devient utile quand les sanctions deviennent possibles. Le dialogue permet de ralentir, de suspendre, de temporiser. Il permet aux partenaires internationaux de dire « Attendons, un processus est en cours ». Et pendant que l'on attend, la pression retombe. Dans les relations internationales, le dialogue est souvent présenté comme l'opposé de la sanction. Or, en réalité, les deux devraient être complémentaires. Mais dans le cas africain, le dialogue est trop souvent utilisé pour neutraliser la sanction. On crée des processus interminables, des sommets successifs, des feuilles de route floues, des médiateurs sans pouvoir contraignant. Sur le terrain, rien ne change réellement, mais politiquement, l'image est sauve. Les responsabilités se dissolvent dans le langage diplomatique. C'est là que la situation devient particulièrement dangereuse pour la République démocratique du Congo. La RDC est placée devant un dilemme injuste. Si elle refuse le dialogue, elle est immédiatement accusée de rigidité, d'intransigeance, voire de bellicisme. Si elle accepte le dialogue sans condition, elle contribue involontairement à désamorcer la pression internationale sur ceux qu'elle accuse d'agression. Dans les deux cas, le risque est réel. Et ce piège est bien connu. Transformer un problème d'agression en problème de négociation, comme si la victime devait négocier les termes de sa propre violation territoriale. Il faut le dire clairement. Un État agressé n'a pas à négocier sa souveraineté. Le dialogue ne peut pas remplacer la vérité, ni la justice, ni la responsabilité. Sinon, il devient un instrument de domination déguisée. Dans ce contexte précis, la question centrale n'est pas de savoir si le dialogue est bon ou mauvais en soi, mais de comprendre à qui il profite réellement. Et lorsqu'on observe froidement la situation, le constat est troublant. Le Rwanda gagne du temps et réduit le risque de sanctions.
L'Ouganda renforce son image de médiateur régional et de puissance stabilisatrice. La RDC, elle, voit sa cause progressivement diluée dans un processus politique flou. Quant aux populations de l'Est, elles continuent de payer le prix du silence diplomatique. Faut-il alors rejeter toute forme de dialogue? Non. Ce serait une erreur stratégique. Mais accepter le dialogue sans cadre clair serait une erreur encore plus grave. La RDC doit imposer des conditions fermes et non négociables. Le dialogue ne peut pas signifier l'oubli. Il ne peut pas suspendre les mécanismes de sanctions internationales. Il ne peut pas effacer les conclusions des rapports indépendants. Il ne peut pas commencer tant que le retrait vérifiable de toute force étrangère n'est pas acté. Sans ces conditions, le dialogue n'est qu'une mise en scène. La paix véritable ne se construit pas sur l'ambiguïté, mais sur la vérité. Elle ne naît pas de la peur de sanctionner, mais du courage d'assumer les responsabilités. L'Afrique n'a pas besoin de dialogue de façade, mais de processus crédibles, justes et contraignants. Tant que le mot dialogue sera utilisé pour protéger les puissants et affaiblir les victimes, il restera un outil de manipulation diplomatique. Alors, lorsque l'Ouganda appelle au dialogue aujourd'hui, il ne faut ni applaudir naïvement, ni rejeter brutalement. Il faut analyser, conditionner, encadrer. Car la véritable question n'est pas « faut-il dialoguer ?» La véritable question est « dialogue pourquoi, avec qui, et au service de quelle vérité ?» Si le dialogue sert à éviter la justice, à neutraliser les sanctions et à prolonger l'impunité, alors il ne mène pas à la paix. Il mène à la répétition du conflit. Et l'histoire de la région des Grands Lacs nous a déjà montré, à maintes reprises, où mène ce type de paix illusoire. Et puis plus de 3 décennies, la région des Grands Lacs est marquée par des conflits cycliques où la RDC sert de champ de bataille aux rivalités régionales. Dès la fin des années 1990, le Rwanda et l'Ouganda ont été impliqués militairement en territoire congolais, officiellement pour des raisons sécuritaires. Ces interventions ont laissé une trace profonde, méfiance, instabilité chronique et une souveraineté congolaise constamment mise à l'épreuve.